Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bonjour à toutes et à tous, nouvel invité, nouvel épisode et aujourd'hui je reçois quelqu'un qui m'a été recommandé souvent pour le podcast, qui était très demandé. C'est un spécialiste du mouvement humain, des mathématiques appliquées, de l'optimisation de la performance sportive. Il est diplômé en sciences du sport, c'est un expert de la data, on va en parler, il est aussi auteur et il est le CEO de PerfX, qui est une structure qui est leader dans l'accompagnement individuel des joueurs de basket. On va pouvoir bénéficier de son expérience de plusieurs dizaines d'années dans justement l'acquisition de compétences, dans l'optimisation de la performance sportive. Il va pouvoir nous expliquer sa vision, sa méthode et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui dans le podcast. Andy Yans est avec moi. Salut Andy, ça va? Salut Paul, ça va très bien. Je te remercie de me recevoir déjà dans ton podcast. C'est une belle opportunité d'échanger avec toi. Et puis pour ta présentation, presque dithyrambique, j'avais même du mal à me reconnaître, mais dans tout colle, tu t'es bien renseigné. Donc moi, effectivement, je dirige la société Perfex. Si tu veux, je peux commencer par en dire vite quelques mots. Allez, dis-nous tout. Alors, Perfex, on est un peu atypique dans l'accompagnement des joueurs et des athlètes parce qu'on est un peu on veut se voir un peu comme un vestiaire pour l'athlète. Un vestiaire, c'est quoi? Eh bien, on arrive dans un vestiaire, on est habillé d'une certaine manière, on est dans un certain état physiologique, physique, et en général, quand on ressort du vestiaire, on est dans un état différent. On a peut-être changé de tenue. On a peut-être fait des efforts au préalable, on a des pensées qui sont peut-être différentes de l'arrivée, et du coup on ressort différemment et on est toujours la même version, on est toujours plutôt la même personne, mais on est une version différente. Et Perfex, c'est un peu ça, c'est une société qui accompagne les joueurs en se centrant sur eux, pour que le joueur puisse rester le même, mais changer un peu sa version pour aller vers une version qui lui permettent d'acquérir et de développer plus de compétences. J'aime beaucoup l'analogie du vestiaire que tu nous as présenté là. Et donc, ouais, dans Perfex, l'idée, c'est vraiment une approche globale et holistique dans l'accompagnement de l'athlète. Il ne s'agit pas que de préparation mentale, même si aujourd'hui, on va peut-être développer sur cet aspect-là, mais aussi de l'aspect biologique, de l'aspect justement des data, l'aspect plus scientifique et tout ça, c'est ça? Alors c'est ça, la certitude, si on doit avoir une certitude, Mhm. c'est que il est nécessaire, indispensable d'individualiser au maximum et de se centrer sur l'athlète. Donc Perfex, le cœur de Perfex, c'est l'individualisation, c'est-à-dire la proposition de process, d'activités, d'expériences qui vont impacter le fonctionnement physique, mental et technique du joueur. Et comme chaque joueur est différent, eh bien, il va falloir trouver des activités, il va falloir trouver des modes opératoires qui vont être différents pour chacun. Et avec une petite particularité, c'est qu'on connaît tous, quand on s'intéresse au sport et à la performance sportive, pardon, on connaît tous les éléments de performance. On en a une petite idée, on sait qu'il y a des Mhm. éléments physiques, on sait qu'il y a des éléments mentaux, on sait qu'il y a des éléments techniques. Mhm. La force, par exemple, qui peut être un élément physique, la concentration, qui peut être un élément mental, ou le tir, pour ce qui nous concerne, les joueurs de basket, qui peut être un élément technique. Mhm. Tout ça, on le sait, on a généralement des notions sur ces différents aspects. Par contre, ce qu'on prend peut-être un peu moins en compte, ou tout du moins pas dans sa totalité, c'est que pour chaque joueur, tous ces éléments vont interagir de façon unique.
Mmh. Ouais. Et même si on va retrouver, si je prends l'aspect mental, on travaille, en général sur à peu près 25 éléments différents pour chaque joueur. On va retrouver forcément ces 25 éléments pour tous les joueurs. Par Mmh. contre, la façon dont ces 25 éléments vont interagir entre eux va être différente pour chaque joueur. Et je vais prendre une autre analogie, Vas-y. une fois n'est pas coutume. On va considérer, l'athlète un peu comme un tableau, comme une peinture. Mmh. C'est-à-dire que les couleurs primaires, les éléments de performance, bah, ils vont être toujours les mêmes, comme pour le peintre. Par contre, la façon dont ces éléments vont être mélangés et agencés, ben, c'est ce qui va faire la différence entre une œuvre d'art et puis une œuvre qui sera une œuvre quelconque. Eh bien, pour la performance sportive, on est vraiment dans cet ordre d'idée-là. On considère que les éléments physiques, mentaux et techniques, ils vont interagir d'une certaine manière et c'est ce qui va faire la différence entre un athlète d'élite et un athlète plus quelconque. Et c'est pour cette raison qu'on s'est intéressé à l'ensemble des moyens et des méthodologies qui permettent de comprendre, de mesurer, de relever, d'identifier ces différentes interactions qui Mmh. vont être dans chaque famille de compétences, donc physique, mentale, technique, pour citer les trois principales, et qui vont être aussi au sein de chacune de ces familles. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois dans les éléments physiques ou mentaux, par exemple, des interactions, mais il va y en avoir aussi entre les éléments physiques et mentaux. Mmh. Et tous ces aspects-là, on considère, en tout cas c'est notre méthodologie, qu'il est très important de commencer par avoir un diagnostic très clair de comment tout cela fonctionne chez l'athlète. Et c'est pour ça dans nos accompagnements, on débute par un bilan à 360 degrés avec une analyse des données collectées qui est assez poussée Mmh. pour permettre justement, non pas de regarder les données les unes après les autres, mais comme pour une peinture, de regarder ce que les données vont nous permettre de découvrir quand elles sont mises ensemble, quelles sont les relations entre les couleurs, le rendu global. Lorsqu'il y a telle ou telle couleur qui domine, par exemple, c'est exactement ce qu'on fait avec les éléments de performance. Donc on est dans la recherche de connaissances, de compréhension de l'athlète, pas uniquement par les éléments, mais aussi et surtout par les interactions entre les éléments. Et ça, je pense que, en tout cas, du retour qu'on a des athlètes avec lesquels on travaille et de ce que je peux observer à droite, à gauche, on est assez singulier sur cet aspect-là et sur l'étude poussée qu'on fait des interactions entre les éléments. Euh, on arrive par exemple à évaluer, je te parlais tout à l'heure de 25 éléments mentaux qu'on prend en général. Mmh. Ben, on va les mettre en perspective des éléments physiques au même moment de collecte, on va les mettre en perspective des statistiques de match au même moment, et on va regarder ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qui est flagrant, et on peut avoir des surprises dans le sens où on va découvrir des choses qui ne sont pas forcément des plus académiques dans la manière de fonctionner des athlètes. C'est d'une pertinence et d'une précision, rare franchement et c'est super intéressant ce que tu dis par rapport aux interactions, c'est-à-dire qu'on peut avoir chez un athlète tous les bons éléments, tous les bons atouts, mais s'ils interagissent pas bien entre eux, ça va nuire à la performance. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais donner quelques exemples sur les aspects mentaux. Mmh. Voilà, on sait tous que d'un point de vue élémentaire, si l'anxiété générale est relativement basse, c'est intéressant. Mmh. Si l'anxiété somatique ou cognitive par rapport à la compétition est basse, c'est intéressant aussi. Mmh. Si le risque d'épuisement physique et émotionnel est réduit, c'est intéressant. Voilà, tout ça, on le sait. Mmh. Par contre, euh, la façon dont l'anxiété, le risque d'épuisement, voire la motivation, la gestion du stress, la façon dont tout ça va interagir, on est un peu moins informé, on a un peu moins de connaissances, et en tout cas, si on en a, c'est en général d'une façon un peu corrélatoire, c'est-à-dire que voilà, la motivation augmente, donc ça va bouger ceci. Ok, très bien, mais à un moment donné, comment tout ça fonctionne en tant que système. Par exemple, pour donner un exemple très concret, euh, c'est ce que j'appelle la couche mentale du joueur, mais ça c'est ma terminologie analyse de données.
Mmh. Si on étudie le système mental d'un joueur, on va se rendre compte que pour tel joueur, la priorité, des priorités, ça va être de travailler sur l'engagement, par exemple, parce que l'engagement va avoir des répercussions dans son système à lui, sur l'anxiété somatique, sur le contrôle des distractions, sur parce que pour lui, ça va avoir ces répercussions-là. On se rend compte sur un autre athlète que, par contre, pour ce qui concerne cet autre athlète, ben, ça va être la gestion du stress qui va avoir des répercussions intéressantes sur d'autres aspects, et ainsi de suite. Et ces éléments-là, si on n'avait pas poussé notre analyse des relations, mais qu'on s'était intéressé uniquement aux éléments, ben, on se serait dit, voilà, est-ce que l'engagement est suffisant ou pas? Est-ce que la gestion du stress est bonne ou pas? Mais tout ça, c'est qu'une partie de la problématique, enfin en tout cas pour nous. Et là, ce qui fait la complexité de l'humain, c'est que bah, déjà tout ça est en interaction continue. Donc Mmh. le bilan du jour A n'est pas forcément celui du jour B. Dans le contexte A, il va être différent du contexte B. Et tout ça est dynamique et va évoluer dynamiquement pour chaque joueur. C'est pour ça qu'on accorde une place importante à la façon dont on va collecter et mettre en perspective les données sur le joueur, parce que finalement, c'est tout ça qui va nous permettre de comprendre comment chaque joueur fonctionne. Et ce que j'évoquais pour la couche mentale, par exemple, de placer le fait que le système du joueur place l'engagement au centre, ou plutôt la gestion du stress au centre, ou plutôt la motivation ou la motivation au centre, par exemple, c'est un élément de la couche mentale. Il faut voir aussi comment ça va interagir avec la couche physique, avec ses capacités physiques, parce il y a forcément des interactions. Hein. On n'est pas Mmh. dans deux réseaux qui fonctionnent de manière séparée, de façon hermétique, et voir aussi comment ça va interagir avec les aspects technico-tactiques. Un exemple que je peux donner encore, où cette fois-ci on commence à prendre un petit peu plus de hauteur dans cette analyse. Euh, Là, j'ai sous les yeux le bilan d'un joueur où on se rend compte que son pourcentage de réussite à 3 points, son nombre de minutes jouées est très fortement lié dans le système à son niveau d'activation, par exemple. Donc on a fait le lien entre activation, minutes jouées, pourcentage de réussite à 3 points. Euh, c'est un lien positif, donc ça veut dire que si on travaille sur l'un, on va améliorer les autres, mais on a aussi des liens qui peuvent être négatifs. Si je parle de lien et pas de corrélation, et je vais faire une petite nuance, on est dans des corrélations en général qui sont en binôme, 2 à 2, donc deux qualités ensemble ou deux compétences ensemble. Euh, Nos analyses, nous, elles reprennent l'ensemble du système, c'est-à-dire si on a 25 habiletés ou 25 éléments par couche, ben c'est les 25 par rapport aux 25. Et tous les uns par rapport aux autres, mais dans l'ensemble. Donc ça nous donne vraiment une image du réel en fait. Et c'est ce qu'on cherchait en faisant comme ça, à se rapprocher du réel. Et je pense que ce qui a fait qu'on continue sur cette piste et qu'on valide cette piste et qu'on continue, c'est vraiment les résultats qu'on obtient, parce que si on avait utilisé les mathématiques pour essayer de se rapprocher du réel, et qu'au final on avait produit de la data qui n'aurait pas amené des résultats différents d'une méthodologie autre, on se serait arrêté. Mais que ce soit le feedback athlète ou les résultats mesurés sur le plan mental, physique ou technique, les quatre du coup, pardon, nous confortent dans l'idée que c'est une méthodologie qui est pertinente parce qu'elle génère des résultats sur des athlètes qui peuvent être confirmés, rompus à la préparation physique, la préparation mentale et la préparation technique, qui ont une expérience dans l'activité. Voilà, on arrive à avoir des gains de performance très intéressants sur des joueurs qui ont dépassé la trentaine, de la même manière que sur des joueurs en centre de formation qui sont beaucoup plus jeunes. Mmh. Donc ces résultats-là nous ont dit on est sur la bonne voie, ils nous ont répondu quelque part en nous disant on est sur la bonne voie. Et du coup on pousse, on pousse, on pousse, et on continue à élaguer ce qui est moins pertinent, à tester des choses qui pourraient être plus pertinentes, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en l'état de nos connaissances du jour.
Euh, Mmh. Mmh. Demain, elles seront peut-être différentes, sans doute, et ou confrontées à d'autres problématiques, on va voir les choses différemment. Et donc, on va enrichir les choses. Et cette analyse-là, elle a démarré en novembre 2020. Entre novembre 2020 et mars 2023, elle a énormément évolué déjà, parce qu'elle s'est confrontée à la réalité des joueurs, du terrain, on a pu noter qu'il y a des tests qui sont très communs, très courants, des éléments qui sont communs et courants que n'importe quelle évaluation de joueur pour entrer en centre de formation ou en début de saison va prendre, qui apporte très peu de connaissances et d'intérêt par rapport au système du joueur. Et inversement, il y a des choses qu'on oublie complètement, qui apportent des connaissances super importantes. Donc, c'est quelque chose qui évolue en continu. Excellent, on comprend très bien du coup l'importance de la collecte et de l'analyse des données dans l'approche de PerfX. Et ensuite, ce que tu fais toi avec PerfX, eh ben, c'est essayer de faire les bons mélanges avec les bons dosages du coup pour trouver la bonne recette, quoi. C'est ça, c'est essayer de trouver la recette qui va correspondre au joueur et qui va permettre de lui apporter les expériences dont il a besoin. Parce qu'au final, un jour J, nous sommes tous la somme des expériences qu'on a eues depuis avant notre naissance, parce qu'on commence à avoir des expériences déjà pendant la période de gestation, jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est la somme de ces expériences, qu'elles soient nos expériences mentales, physiques ou techniques. Et du coup, l'idée derrière, c'est d'apporter au joueur les expériences dont il a besoin, soit pour optimiser le présent, soit même pour réécrire le passé. Donc ça va dépendre de ce dont le joueur a besoin, mais on peut être amené à travailler sur les deux volets en même temps. Donc réécrire le passé parce qu'il y a eu des moments clés où les expériences dont il aurait pu avoir besoin n'ont pas eu lieu naturellement, et ça s'est passé comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un incident de parcours, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une problématique dans le, je vais dire tout et n'importe quoi, dans l'environnement du joueur, dans sa vie familiale, dans sa vie sportive, non. Simplement, il y a des choses qui ne se sont pas déroulées de façon la plus optimale pour lui, et on peut être amené à lui faire revivre ces choses-là pour les réintégrer, les reprogrammer différemment. Et comme notre cerveau est super plastique, quel que soit l'âge, on va pouvoir modifier le passé en plus d'optimiser le présent. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et nous dire justement peut-être à quel moment toi tu as cette intuition que les mathématiques, que l'analyse de données, que la data peut être hyper intéressante dans l'optimisation de la performance sportive? D'accord. Moi, j'ai un parcours un peu assez courant finalement sur le plan sportif, puisque je suis passé par un master STAPS et par un diplôme d'état d'entraîneur de basket, donc Mmh. un parcours de base assez courant. Et je me suis par contre toujours posé beaucoup de questions, et que ce soit pour moi peut-être dans un premier temps, à savoir pourquoi malgré tout l'investissement que je pouvais faire en temps, ma progression était relativement réduite, et que ce soit pour les joueurs que j'ai eu à entraîner depuis le départ, où je me suis demandé, dès mes premières années d'entraîneur, ben, pourquoi en faisant le même entraînement pour 12 joueurs, il y en a qui développaient quelque chose et d'autres pas. Donc la réponse traditionnelle qu'on fait à ça, c'est celle du talent. On va dire, bah oui, le joueur A, il a du talent, c'est comme ça, et puis le joueur B, ben, il n'est pas fait pour ça. Mmh. Il n'a pas trop le gène du sport, ou tout ce qu'on peut entendre. Et j'ai trouvé que cette situation-là, elle était particulièrement inégalitaire. Moi, elle m'a toujours semblé inégalitaire parce que je pars du principe que, mais ça c'est peut-être mon côté Robin des Bois, je sais pas, qu'à partir du moment où on fait les mêmes efforts, on devrait avoir les mêmes résultats. Et que du coup, la différence, elle devrait se faire non pas sur notre capacité à avoir des résultats à efforts équivalents, mais sur les efforts qu'on est capable de fournir dans la durée, l'investissement qu'on est capable de faire. Et en fait, c'est rarement le cas, parce qu'on voit des joueurs qu'on estampille talentueux qui font relativement peu d'efforts, souvent, et qui ont de très bons résultats,
pas tous, attention, il y a des joueurs qui ont du talent et qui font les efforts, mais on en voit qui font peu d'efforts et qui ont un talent entre guillemets «naturel», Mmh. et on en voit d'autres, qui sont des acharnés du travail, mais qui ont pas ou peu de résultats. Donc moi, ça a été le point de départ de ma réflexion, de me dire, «Pourquoi? Pourquoi?» Et Mmh. aujourd'hui tout le monde s'y 23 ans, 24 ans plus tard, les gens s'y intéressent puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le talent qui sortent, régulièrement. J'en vois passer sur les réseaux pas mal. Il y a 24 ans, on s'intéressait peut-être un peu moins, il y avait pas, toute cette émulation neurosciences, tout ça, donc on s'intéressait un peu moins à cette question du talent. C'était encore le début de ce type de questionnement, et en allant sur cette voie, heu, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on savait, peut-être pas dans le domaine du sport, mais dans d'autres domaines, et à la fin, le processus d'apprentissage, on peut se centrer sur l'humain, hein. Le sport ou l'autre domaine, c'est qu'une déclinaison du processus d'apprentissage finalement. Et bien, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on savait, qu'on commençait à savoir, et puis les neurosciences ont fini de permettre de les découvrir. C'est que bah, le poids de l'expérience était plus important, bien plus important que le poids de la génétique, par exemple, et qu'on pouvait plus aujourd'hui dire ah ben celui-là, ses parents étaient champions tous les deux, il est champion, ou alors celui-là il a les gènes d'eux, ou non. Enfin, cette explication-là ne tient plus. Le, Mmh. le joueur à qui on dirait bah, tu progresses pas parce que tu n'as pas les bons gènes, c'est plus une explication viable en 2023. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres explications, et la principale est de savoir bah, quelles expériences le joueur a vécues. Et pour ça, eh bien, on a des super outils qui permettent un peu de modéliser, de tracer, de mettre en perspective. Et c'est comme ça que je suis arrivé tout doucement vers l'analyse de données, vers les mathématiques appliquées, pour essayer de rationaliser cette compréhension. Parce que tous les arguments, à une certaine époque, auxquels je pouvais faire face, étaient tout sauf rationnels. Mmh. C'est-à-dire que je sens que, je pense que, je vois que, voilà. Bon, soit les clubs étaient pleins de généticiens en herbe, soit tout le monde pouvait faire des conclusions sur le potentiel ou pas d'un joueur, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de déductions, d'idées reçues, de choses comme ça. Donc j'ai cherché, en plus de ce qui pouvait être perceptible par la recherche, par la littérature, par tout ça, j'ai cherché par moi-même, sur mes propres joueurs, à utiliser des manières rationnelles pour découvrir pourquoi deux joueurs soumis au même process, avec le même temps d'entraînement, avec des contextes équivalents, progressaient pas de la même manière. Voilà. Et déjà, j'ai pu constater qu'effectivement, ils ne progressaient pas de la même manière. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai essayé d'adjoindre ça, parce qu'il faut pas penser que les mathématiques, c'est quelque chose d'isolé, qu'on a une équation sur un tableau et qu'on essaie de résoudre l'équation. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment lier ça aux sciences humaines, et essayer de faire le lien entre l'équation, entre l'algorithme, et entre ce qu'il y a derrière. Et finalement, ben, ces calculs, ils ont emmené tout doucement vers des liens qui ont pu être faits entre les aspects mentaux, physiques. Voilà, je ne suis pas le seul à avoir fait ce type de lien. Il y a d'autres méthodologies qui ont fait des liens aussi. On pourrait évoquer les préférences motrices, ou d'autres encore, qui ont fait des liens entre physique et mental. La petite particularité que j'ai, je pense, avec les mathématiques, c'est que les liens que je fais ne sont pas des liens fermés, c'est-à-dire que ils me permettent pas, et je ne souhaite pas mettre les joueurs dans des catégories. Je souhaite savoir quel est le joueur avec qui je travaille en détail, mais je sais qu'il va être de toute façon nécessairement différent d'un autre, et que même deux joueurs qui pourraient se ressembler ne rentreraient pas dans la même catégorie. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu moins fan de l'approche par catégorie, et un peu plus fan de l'approche d'individualisation totale, globale, complète, on peut l'appeler comme on veut, mais d'une connaissance fine d'un joueur. Et, euh, et les mathématiques sont venues apporter des réponses à chaque fois que je me suis posé des questions,
soit en utilisant des outils qui permettaient de prédire les choses quand elles n'étaient pas claires, pour voir comment elles pouvaient être prédites, soit en utilisant des outils qui permettaient de ramener des grandes quantités de données à des plus petites quantités de données, ou d'analyser des grandes quantités de données en ce qu'on appelle composantes principales, c'est-à-dire de les réduire à une ou deux variables, et ainsi de suite. Et sur cette base-là, les outils évoluant, les technologies évoluant, les puissances de calcul évoluant, on arrive à aujourd'hui faire des choses très intéressantes pour déterminer justement le profil unique de chaque joueur. Mmh. C'est super intéressant cette, approche justement, ouais, de confronter le réel, l'expérientiel, l'humain à la data, à quelque chose de plus rationnel, de plus mesurable, scientifiquement parlant. Hem, C'est, ouais. je pense, et j'irais même un peu plus loin. Je suis pas non plus dupe des Mmh. potentiels et naturels biais de la data. Mmh. C'est-à-dire, quelquefois, on peut interpréter les choses. Si on a envie de leur faire dire, si on a envie de faire dire aux chiffres quelque chose, on peut y arriver. Donc il faut pas non plus être dupe de ça, et savoir reconnaître que vraiment, là, et je persiste et signe là-dessus, la data à elle seule ne suffit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut être un formidable accessoire, un peu à l'image de l'intelligence artificielle, qui peut être un formidable accessoire, mais qui ne peut pas se suffire euh, pour entrer dans l'analyse de problématiques complexes, multidimensionnelles, où il y a besoin aussi à un moment d'un point de vue d'observateur que la rationalité mathématique ou technologique n'est pas capable d'avoir. Ouais, c'est ça, c'est l'idée, c'est vraiment de le confronter et de voir, la différence ou les similitudes qu'il peut y avoir Mhm. entre, ce qu'expérimente, un athlète et ce qui ressort après dans les chiffres, dans l'analyse de données. Et justement, dans des domaines comme la psychologie ou la préparation mentale, plus globalement, comme tu disais, les sciences humaines, qui peuvent parfois être un peu réfractaires à ça, parce qu'on ne peut pas résumer l'humain à des chiffres et tout ça, mais comme tu dis, ça peut éclairer certaines choses, permettre de comprendre, de faire des liens entre certaines choses. Et ma question maintenant, c'est de savoir, dans ton approche et celle de PerfX, du coup, quelle est la place de la préparation mentale? La place de la préparation mentale, elle est centrale. Mmh. Elle est centrale, euh, quel que soit le joueur. Il y a toujours des aspects, qu'ils soient qu'ils soient plutôt émotionnels, qu'ils soient plutôt cognitifs. On a aujourd'hui, je vais arriver à 700 joueurs évalués et sur lesquels j'ai des données collectées. Il n'y a aucun joueur des 700, qu'on parte du niveau départemental jusqu'au niveau international, garçon comme fille, d'une dizaine d'années jusqu'à 34 ans, il n'y a aucun joueur qui, lors de l'évaluation de ses capacités, euh, aurait pu faire totalement abstraction de la préparation mentale, que ce soit sur un plan cognitif, donc la prise d'information, la réaction, la réponse apportée, ou que ce soit sur un Mmh. plan plutôt émotionnel, Mmh. Mmh. émotionnel en anticipation, émotionnel au présent ou en réaction. Voilà. Il n'y a aucun joueur qui aujourd'hui peut faire l'économie de la préparation mentale pour être à son potentiel maximum de performance. Après, la question par contre qui se pose, c'est sous quelle forme le joueur va être le plus réceptif et va avoir les meilleurs résultats avec la préparation mentale. Et là, c'est une spécificité qu'on va retrouver pour chaque joueur, et qui va faire que on va peut-être devoir la dissocier, peut-être devoir l'associer, peut-être devoir l'intégrer, peut-être devoir la masquer au sein des autres apprentissages. Et, Mmh. euh, et ça va vraiment dépendre de chaque joueur. OK. Ouais. Donc j'ai envie de dire, sur tous les athlètes qu'on suit, il y en a une partie qui fait de la préparation mentale sans le savoir, parce qu'elle est masquée dans l'ensemble des activités, des expériences qui sont configurées comme des expériences du coup de développement
des habiletés mentales. Et il y en a qui font de la préparation mentale en connaissance de cause parce que c'est de cette façon-là qui fonctionne. Et ouais, très, très judicieux parce que c'est parce que vous êtes confronté à une forme de réticence de la part de certains athlètes ou d'a priori, enfin de méconnaissance vis-à-vis de la Alors, préparation mentale? pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a encore il y a encore un peu d'a priori, mais de la méconnaissance, il y en a plus. Mmh, Je ouais. pense que de la méconnaissance, il y en a plus aujourd'hui. La méconnaissance est passée sur les aspects qui suivent la préparation mentale, qui sont les aspects neurofonctionnels, neurologiques, voilà, où là, il y a Mmh. encore de la méconnaissance. Mais sur le plan mental, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde serait d'accord pour dire que le cerveau est important pour la performance, les habiletés mentales sont importantes, et la façon dont on performe sur le plan émotionnel comme cognitif, c'est important. Tout le monde serait d'accord pour le dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas prêt, configuré, câblé pour faire tel type d'exercice, pour faire tel type d'activation, tel type de relaxation, ou même pour travailler, par exemple, l'activation et la relaxation de façon explicite. Mmh. Voilà. J'en ai encore fait l'expérience pas plus tard qu'hier, où avec plusieurs joueuses de la même équipe, j'ai travaillé sur activation-relaxation, et, euh, et avec des protocoles complètement différents. Et je me suis rendu compte que, si j'avais voulu mettre en place le même protocole, ce qui aurait pu être simplifiant dans la mesure où c'était une intervention à plusieurs joueuses, si j'avais voulu mettre en place le même protocole pour toutes les joueuses, je serais allé vers un taux d'apprentissage très réduit pour bon nombre d'entre elles. Donc il a fallu mettre en place des choses un peu différentes. Je pense pas que ce soit une question de réticence. Je pense que c'est une question d'expérience, tout simplement. Mmh. Euh, il faut savoir amener ce dont le joueur a besoin, et surtout de la manière où il va être prêt à l'apprendre, à mettre en place l'apprentissage au sens large. Et là-dessus, ben, tous les joueurs, toutes les joueuses sont pas au même niveau. C'est-à-dire que ils vont pas avoir besoin, ils vont pas réagir sur le même plan sensoriel, par exemple, ils vont pas avoir besoin des mêmes protocoles ou des mêmes expériences au sens large. Donc il y a j'ai des exemples, hein. Il y a des joueurs avec qui, par exemple, le neurofeedback est adapté. Il y a des joueurs avec qui le neurofeedback, c'est pas envisageable. Il y a des joueurs avec qui on va être sur du sonore, d'autres où on va être plutôt sur du moteur, ou sur du visuel, ou voilà. Ça va vraiment dépendre à la fois la composante sensorielle, à la fois la méthodologie. La mise en œuvre va vraiment dépendre des spécificités du joueur. Mmh. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont, en tout cas, tous ceux que j'ai à connaître, avec lesquels j'échange, une bonne partie a déjà fait de la préparation mentale. Euh, la question après, c'est quel apprentissage et quelles expériences ils en ont eu. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, bon, faut pas se leurrer, hein, un club fait venir un préparateur mental pour 15 joueurs, par exemple. Ils font une séance tous ensemble à 15. Qu'est-ce qu'ils vont tirer comme expérience de la préparation mentale, et est-ce que ça va construire leur référentiel pour la suite de leur carrière sur la préparation mentale? Voilà. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et alors, je dis pas, il y a des interventions de groupe qui, quelquefois, ne peuvent se faire qu'à l'échelle du groupe, et dont l'objet est justement d'être réalisé à l'échelle du groupe, hein. Mais je pense que dès lors qu'on parle de développement individuel, donc des habiletés des joueurs, Mmh. on peut travailler qu'à l'échelle individuelle. Ouais, bien sûr. Sur du collectif, tu peux peut-être faire de la découverte, de l'initiation, sensibiliser à cette question-là et pour aider les gens à comprendre de quoi il s'agit et comment ça marche, et cetera. Mais tu penses que, tu penses vraiment qu'il y a pas de méconnaissance de la préparation mentale? Enfin, peut-être dans le sport de haut niveau aujourd'hui, mais j'ai encore des discussions, moi, avec des sportifs, peut-être amateurs, qui connaissent pas la préparation mentale. Alors, sur le sport amateur, effectivement, Ouais. on n'est pas au même stade Mmh. de connaissance des possibilités de travail et de développement. Mmh. Ça c'est clair. Euh,
Et d'ailleurs, il y a soit beaucoup d'idées reçues par rapport à la préparation mentale, soit, une méconnaissance complète ou alors, un accès à la préparation mentale, qui est un accès, configuré, j'ai envie de dire, un peu comme McDo quoi, hein, venez comme vous êtes, repartez avec le même menu et puis voilà. Mmh. Donc, Mmh. l'appréciation de la préparation mentale, chez le sportif amateur, elle est assez variable. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voire peu connu, pas Mmh. connu, ça OK. dépend beaucoup de l'environnement, familial et social aussi parce que, voilà, Mmh. il y a des jeunes qui ont accès à ne serait-ce par exemple qu'au travail sur les émotions dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont enfants. Il y en a d'autres, chez qui les émotions, c'est un sujet tabou par exemple. Donc, voilà, parce que, heu, la préparation mentale, je pense que ça dépasse aussi le cadre, et du sport bien entendu Mmh. et du contexte, dans lequel on est, de la relation entraîneur-entraîné. La prépa mentale, on peut en retrouver dans plein de champs de la vie, à plein de moments de la vie et malheureusement et c'est pour ça que j'en reviens à cette notion clé dont je te parlais tout à l'heure et qui me semble, là aussi, bien, synthétiser la situation, c'est une question d'expérience. Là aussi, il y a des jeunes qui sont confrontés à des expériences en termes de gestion des émotions ou de cognition qui sont pas les mêmes que d'autres et qui, du coup, vont avoir un rapport à la préparation mentale qui sera pas le même. Ouais, il y a une dimension sociale, il y a une dimension culturelle qui Mmh est mh. hyper présente aussi et je trouve que ça dépend vachement des sports aussi. Il y a Oui. des sports dans lesquels c'est peut-être plus justement, plus diffusé, plus connu, plus popularisé par des grands athlètes, peut-être des grands noms de ce sport-là et donc ça vient jusqu'aux oreilles de tous ceux qui peuvent pratiquer ce sport-là, ce qui est pas forcément le cas dans d'autres sports. Mmh mh. Hem et d'autres sports aussi dans lesquels peut-être l'entraînement mental fait partie de la tradition. Je pense à certains arts martiaux, par exemple, justement, dans lesquels l'entraînement mental était à la base aussi de la pratique, Il est qui parfois intégré, s'est ouais, ouais. perdu. Ouais, qui était totalement intégré à la pratique, qui s'est peut-être perdu au fil du temps, mais il y a quand même quelque chose qui reste de l'entraînement mental, quoi. Mmh mh. Hem, Moi, je m'intéresse beaucoup dans ce podcast aussi à la méditation. Est-ce que vous, c'est quelque chose que toi, tu utilises dans l'accompagnement? Bien sûr, en fonction des athlètes, de leur profil, mais est-ce que c'est un outil que tu peux utiliser? Oui, 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 Ouais. c'est un outil qu'on utilise après qui va être configuré effectivement différemment selon chaque joueur. Mmh. Heu, Méditation au sens large de toutes les pratiques, méditatives, c'est-à-dire celles qui vont, activer certaines ondes, certaines longueurs d'onde dans le cerveau, Mmh. quelles que soient les modalités. Heu, on met beaucoup en place l'entraînement respiratoire, par exemple. Mmh. Mais on a aussi des pratiques, plus teintées, mentales, d'imagerie, Ouais. ou de coping, des choses comme ça. Enfin voilà, on va chercher un peu à droite, à gauche dans l'arsenal de la préparation mentale pour essayer justement de trouver, ce qui va le mieux convenir à chaque joueur et la méditation, ça en fait partie et après c'est à placer à bon escient par rapport à la compétition et par Mmh. rapport à l'objectif recherché. Est-ce qu'on est plutôt, dans de l'activation, dans de la relaxation? Est-ce qu'on est plutôt, voilà, est-ce qu'on est plutôt, sur telle ou telle, habileté qu'on va chercher à développer? Mais oui, d'une manière, globale, la méditation, elle est, partie intégrante de, tous nos suivis. Et quand, tu utilises cette pratique-là, est-ce que aussi il y a une forme de tracking, d'analyse de données, de suivi, par rapport à ce qui se passe dans ces pratiques-là? Comment ça s'est mis en place et pourquoi? Alors, on a 2 niveaux d'intervention sur la collecte de données. Mmh. On a un niveau, heu, plus basique avec les données habituelles, biométriques et puis on a un niveau un peu plus avancé où on va, confronter les données biométriques aux données neurométriques et donc on va réaliser, des entraînements en captant, les ondes cérébrales du joueur. On va réaliser des méditations en OK. captant, on va regarder avant après,
On va aussi tous les mois sur le même type d'activité dans le même contexte, enfin toutes les semaines même, sur le même type d'activité dans le même contexte, on va faire des relevés pour voir comment le cerveau évolue en fonction des pratiques et des expériences qu'on lui propose. Donc lorsqu'on va faire... là, on fait des séances courtes, hein, en général, on fait des séances de 10 minutes parce qu'elles sont Mmh. intégrées dans un ensemble d'expériences. Euh, on les monitore, on prend les métriques pendant 10 minutes et après on regarde comment le cerveau a été en synergie, comment il y a eu un équilibre entre les hémisphères, comment voilà, on évalue un peu tout ça et on peut remarquer, d'ailleurs parce qu'on l'a remarqué il n'y a pas longtemps, que à partir de 4 semaines de travail de la méditation, on avait des super résultats. OK, cool, cool. Ça m'amène forcément tout ça à la question des neurosciences qui, je pense, sont centrales aussi dans ton approche et qui sont intéressantes parce qu'elles sont au carrefour de la biologie, de la psychologie, du physique et du mental, du scientifique et de l'expérientiel. Et justement, elles viennent éclairer peut-être scientifiquement tout ce qui peut se passer au niveau expérientiel, au niveau du réel, au niveau de l'humain. Hem, Là où on n'avait pas forcément, besoin de preuves, scientifiques pour, comprendre que ça marche, mais elles nous permettent de comprendre justement comment ça marche et vous l'utilisez que pour vous ou, c'est quelque chose qui vous permet aussi d'illustrer auprès des athlètes que vous accompagnez: «Voilà ce qui se passe, voilà comment ça marche»? Alors, avant les neurosciences, avant qu'on parle autant de neurosciences, Mmh. on avait deux angles d'attaque qui étaient soit l'angle comportemental et tout ce qui va avec en termes en termes de préparation, De thérapie, de thérapie, voilà, tout ouais. ça. Et puis l'angle physiologique, où là, on était plutôt vraiment on essayait de réfléchir aux neurotransmetteurs, à tout ça, voilà. Les neurosciences, ça a permis de faire le lien un peu entre tout ce qui est comportemental et tout ce qui est physiologique. Mmh. Et pour nous, c'est assez intéressant, effectivement, parce que du coup, on a soit des validations des liens entre l'un et l'autre sur tel protocole, telle méthode. Euh, on a du coup avec les outils des preuves aussi que les choses fonctionnent. Et enfin, on va pouvoir démontrer de nouvelles choses à l'athlète sur comment ça marche. Mmh. Et il y a un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, qui est celui du cerveau prospectif. Alors le sujet du cerveau prospectif, il fait grincer beaucoup de dents. À chaque fois que je fais un post ou un truc sur le cerveau prospectif, ça fait vraiment beaucoup grincer parce que on est habitué à avoir baigné dans le cognitivisme et dans le cerveau prédictif et dans les inférences, dans tout ça. Et, euh, et moi, justement, ce que j'essaye d'apporter aux joueurs, et j'expliquais ça hier à l'appui avec des données justement des neurométriques, ce que j'essaie d'apporter aux joueurs, eh bien, c'est de faire que leur cerveau bien formé pour la prédiction, puisque sur un joueur professionnel, on a 2 séances par jour, il y a de l'opposition, il y a des systèmes de jeu, il y a la répétition, la répétition, la répétition. Donc le cerveau, sur le plan prédictif, il est bien formé, et il est même quasiment formé qu'au-prédictif finalement. Eh bien, j'essaie de leur apporter un peu de prospectif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision incarnée dans l'action, eh bien, le cerveau, il soit capable de prendre une décision qui ne se base pas sur les inférences d'expériences passées, qui ne se base pas sur ce qui a été appris par le passé, mais qui puisse sortir quelque chose d'original, qui puisse prospecter en fonction de ses sensations visuelles, proprioceptives, vestibulaires, et puis proposer un mouvement qui n'a jamais été appris, qui n'est pas académique, mais qui va résoudre le problème rencontré. Mmh. Voilà. Et ça, j'arrive aujourd'hui à l'expliquer aux joueurs parce que lorsqu'on les laisse avec un casque d'enregistrement des données pendant tout l'entraînement, on arrive à faire le lien entre les actions qu'ils ont pu mener et le côté un peu plus prédictif ou le côté un peu plus prospectif. Et donc on fait le lien justement entre ce comportement sur le terrain et la physiologie, c'est-à-dire la manière dont les circuits, les circuits se sont faits dans le cerveau. On arrive à retracer un peu ça et à expliquer aux joueurs, ben voilà,
Là, tu étais dans le système de jeu appris par cœur, donc ton cerveau a fait de la prédiction par rapport à ce que tu as pu apprendre par le passé, à tes déplacements, tes passes. Mais si à tel moment, il avait fallu sortir du système de jeu pour créer quelque chose de complètement original qui n'est pas prévu parce que il y avait une possibilité de le faire, et bien là, il aurait fallu passer sur un mode un peu plus prospectif. Et comment on parvient à passer sur ce mode prospectif? Et bien là, tu vois, sur cet exercice-là, à ce moment-là, eh bien ton cerveau, il a peut-être un peu moins prédit, c'était peut-être un peu moins au niveau frontal en train d'être conscientisé et prédit, mais on est passé sur quelque chose de plus prospectif. Et les outils, la neuroscience, eh bien, ça nous permet aujourd'hui d'expliquer ça aux joueurs, de le montrer et de pas juste dire, comme on aurait pu le dire par le passé, il faut que tu sois plus créatif, ou alors il faut que tu saches aussi sortir du système pour marquer, parce que sortir du système pour marquer, pour un sport comme le nôtre, ça veut tout dire et rien dire, parce que tout est fonction du contexte. Il y a des oppositions, il y a des collaborations, il y a de l'incertitude. Sortir du système pour marquer, ça dépend de tellement de variables que c'est pas une consigne en soi, sortir du système pour marquer. Par contre, démontrer aux joueurs à quel moment il a été plus sur du prospectif, et il a moins travaillé sur la base de ses apprentissages passés, mais plus sur la base de ses sensations présentes. Ça, c'est plus concret, surtout si tu le lis à un moment précis d'un entraînement et aux sensations du joueur à ce moment-là. Ouais, je comprends très bien ce principe du mode prospectif et ce que ça peut, générer en termes de performance, justement, de sortir un peu des systèmes, classiques, hem et viser l'excellence, en fait. Je pense derrière, c'est ça, Mm. c'est viser une forme d'excellence dans ce que tu fais. Mais avant ça, est-ce qu'il faut pas déjà maîtriser les bases quand même? Ou on peut, de suite, tu vois, je pense aux jeunes, je pense que tu travailles aussi avec des jeunes athlètes. Mhm. Est-ce que, même avec des jeunes athlètes, tu les pousses à, à être dans ce mode prospectif aussi? Alors, déjà, la capacité de l'athlète à être sur du prospectif et à prendre comme ça des décisions d'initiative qui sont pas le résultat d'apprentissage, d'inférence et de calcul finalement, elle va beaucoup dépendre de l'athlète et de Ouais, ses expériences passées. Voilà, ça c'est clair. Il y a des athlètes qui vont être plus naturellement. On en voit beaucoup aujourd'hui faire des gestes inédits. Quand tu les questionnes individuellement, ils te disent: «Bah non, j'ai jamais travaillé ça à l'entraînement, c'est un truc que j'avais jamais fait, je l'ai sorti à ce moment-là, l'évidence m'est apparue à ce moment-là, mais c'est pas quelque chose que je travaille». Donc tu comprends que naturellement, ils ont été plus sur du prospectif. Donc il y a déjà naturellement le curseur, il peut varier en fonction des athlètes. ouais, Ensuite, un athlète a besoin aussi de prédictif. C'est-à-dire que pour pouvoir jouer à plusieurs, il faut avoir une structuration. Si tu fais du 1 contre 1, la problématique sur le prédictif est moins prégnante, parce que tu es tout seul. Donc tout ce que tu dois faire, c'est battre ton vis-à-vis. Quand tu es sur du 5 contre 5, il y a une partie de prédictif pour que tu puisses savoir quels sont les espaces, quels sont les temps, qui risque de se retrouver là, et quand il va se retrouver là. Et donc sur un jeune joueur en formation, je pense pas que ce soit opportun d'être sur uniquement un mode prospectif, même si il faut développer le mode prospectif pour qu'après il soit capable d'exceller. Mais il ne faut pas pour autant négliger en termes de formation initiale, pour moi, le prédictif, parce que le prédictif, c'est aussi ce qui conditionne le jeu collectif. OK, ouais, ouais, merci pour cette précision-là, c'est vachement, plus clair et c'est vraiment, ouais, l'association des 2. Oui, Et laisser une petite place quand même à ce mode prospectif qui peut permettre d'exceller comme tu dis, ouais. c'est OK. ça, Mmh. c'est ça, parce qu'aujourd'hui, le déséquilibre, il est très important. En formation, c'est plus que 90-10 en termes de déséquilibre entre prédictif et Ouais, prospectif. bah, Donc, oui. comme ce déséquilibre est important, je pense qu'il peut être intéressant d'augmenter un peu le curseur du prospectif, sans oublier qu'il y a des aspects aussi prédictifs à travailler. Ouais, il y a des bases à maîtriser, Mmh mh. des bases techniques à maîtriser, tout ça. Hem, est-ce que tu as des exemples justement de grands joueurs de basket? Voilà, on peut pas parler basket sans parler de ces icônes, de ces légendes du sport qui justement,
étaient dans un mode très prospectif et ce qui a fait d'eux des légendes de ce sport-là? Ben, en fait, souvent les actions, légendaires dont on va se souvenir, Heu, ce sont des actions qui seront très souvent liées au mode prospectif. Si on prend le basket féminin français, Mmh. et qu'on prend l'exemple de Marine Johannes, de l'Asvel, eh bien c'est une joueuse qui est capable de prospecter en fonction des indices qu'elle va prendre dans l'environnement sur le plan sensoriel et qui va être capable de proposer un geste qui n'est jamais apparu ailleurs sur aucun terrain ou dans aucun match. Et au niveau français, chez les filles, Marine Johannes, c'est un bel exemple. Il y en a d'autres. On a pu voir l'équipe de France de 3-3 qui a été championne du monde en basket féminin. Quand on regarde les actions du 3-3, on retrouve aussi des actions qui sont plus prospectives que prédictives. Voilà. Pour donner des exemples nationaux, Mmh. voilà, Marine Johannes, l'équipe de France de 3-3 avec Myriam Djekundade, Hortense Limousin et Laetitia Guapo, par exemple, on est capable de voir des actions prospectives très intéressantes. Ouais, et dans le 3-3 justement, il y a une place plus grande qui est attribuée à ce mode prospectif? Ben, Ou plus on va réduire c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au 1 contre 1 où peut-être on ouais. pouvait avoir plus de prospectifs. Mmh. Plus on va réduire le volume des joueurs, plus effectivement la part de prospectif peut être développée parce qu'il y a moins de collaboration, d'espace et de temps à mettre en place D'accord. que Ouais. dans le jeu en 5-5. Et si on augmente le nombre de joueurs, dans d'autres sports par exemple, ben, le prédictif, plus il va y avoir de joueurs, plus on va essayer de réduire les incertitudes dues au nombre de joueurs et d'adversaires, plus on va essayer de prédire. En fait, la logique, Mmh. elle est un peu là. Pourquoi au basket, on travaille des systèmes de jeu avec son équipe et pourquoi on scoute les systèmes de jeu de l'équipe adverse? Ben, c'est pour essayer de prédire ce qui peut se passer sur le terrain pour essayer d'avoir l'avantage. Si on réduit le volume de joueurs, l'aléatoire est plus important, entre guillemets, il y a plus d'espace, il y a plus de possibilités, il y a plus d'incertitudes, et donc là, le prospectif, ben, il a plus de place. Le prospectif, il a une dimension plus individuelle en fait, c'est ça? Bah, le prospectif, on pourrait l'imaginer à plusieurs, hein, parce qu'on peut avoir des intentions d'action commandées par l'environnement, ce qu'on appelle des affordances en psychologie écologique. On peut avoir des affordances à plusieurs, c'est-à-dire que quand on va prendre des informations sensorielles, l'autre joueur peut être une part de ces informations, enfin, il peut être une part d'information qu'on va prendre. Donc, OK. euh, on peut tout à fait avoir du prospectif à plusieurs, mais plus le jeu va être organisé et systématique par rapport à ce que va demander l'entraîneur, plus on va devoir avoir de prédictifs, plus on va vouloir sortir de ce jeu pour trouver des solutions, des solutions pour réaliser des intentions, de marquer, plus on va devoir inclure du prospectif. Mmh. Je peux pas parler mental et basket avec toi sans aborder, 2 grands noms, de la discipline qui sont Kobe Bryant et Michael Jordan parce que on nous a beaucoup vendu le fait que ces 2 joueurs-là sont des monstres de travail. Déjà, voilà, en plus, sont des monstres de travail, sont très talentueux, mais qu'eux aussi, ils auraient un mental et un mindset hors du commun. C'est ce qui a été super vendu dans des séries, dans des livres, des documentaires et tout ça. Est-ce que tu penses que, pour ces joueurs-là en particulier, leur mental a vraiment fait une différence ou ça a été survendu? Moi, je pense, si on prend ces deux exemples-là, ces deux monstres Mmh mh. sacrés du basket US, Mmh. euh, il y a une question que je me pose souvent, et je vais prendre le problème un petit peu à l'envers, si tu me le Ouais, permets. vas-y, Il vas-y, y a on une voit. question que je me pose Mmh mh. souvent, c'est de me dire, mais est-ce que si ça n'avait pas fonctionné dans le basket, ils n'allaient pas tout droit à la psychopathologie? Ils sont un peu anormaux, c'est ce que tu dis? Parce qu'ils sont, ils sont anormaux, ils ont, une capacité de travail, une capacité de rentrer en duel, ils ont des choses, très, très marquées, un contrôle de la peur, un voilà. Mmh Ils ont mh. des choses très marquées,
Mais quand on regarde justement les documentaires qui leur sont dédiés, moi, c'est une remarque que je me fais souvent, c'est de me dire, pour eux, ils sont un peu, la phase, émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que on a ces 2 profils-là qui ont réussi et donc qui envoient le message: «Ah ben, voilà, no pain no gain, il faut travailler, jusqu'à plus soif, il faut se lever la nuit pour travailler, il faut aller shooter avec son plâtre, il faut» voilà. Ils Mmh envoient cette image-là, ce qui est très bien parce que l'engagement, c'est mh. important. L'engagement Mmh. sur le plan psychologique, c'est très important pour réussir. Mais pour ces 2 dans ce profil un peu psychologique-là qui ont réussi, il y en a combien qui n'ont pas réussi et dans quel état ils sont quand ils n'ont pas réussi? OK. En fait, c'est plutôt ça. Alors attention, je suis fan des 2, hein. Mmh. Il y a pas de problème là-dessus. Du point de vue basket, je suis fan des 2. Du point de vue, accompagnement sportif, la question que je me pose, c'est: qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu un grain de sable dans leur réussite, qui aurait pas été surmontable à un moment donné? Et finalement, est-ce que ce profil-là, que eux avaient, beaucoup de joueurs ne l'ont pas? Et si c'est le cas, si beaucoup de joueurs l'ont, et qu'ils ne connaissent pas la même réussite, quel est leur état? Comment ils arrivent à Ouais. gérer leurs émotions? Est-ce qu'il y a du bien-être ou est-ce qu'il y en a plus du tout? Parce que, heu, on est-ce qu'on sent beaucoup de bien-être quand on les voit travailler ou quand on les voit, Mmh. échanger par rapport à leur niveau de performance? C'est une question qu'on peut se poser et Ouais. j'ai un peu l'intuition que, pour deux icônes, il y a peut-être, des milliers, voire plus, d'anges déchus qui se sont brûlés les ailes en cours de route, dans ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement qui certes peut fonctionner, mais qui fonctionne pas pour tout le monde. Mmh. Mmh. Ouais, moi je me demandais justement si est-ce que c'était ce petit paramètre-là, c'était cette anormalité, ce côté un peu sombre du coup même, qu'il y a Mmh. chez eux? Est-ce que c'était ce petit truc-là qui leur a permis d'atteindre ces niveaux-là? En plus de tout le reste, hein, mais En par fait, rapport ouais, à d'autres joueurs, est-ce que c'était ce petit plus-là qui leur a permis d'atteindre ce niveau-là? je pense qu'il a f ce petit plus-là a fonctionné dans leur système à eux. Mmh. Mais ce petit plus-là aurait peut-être pas fonctionné dans un autre système et pire que ça, il aurait peut-être créé, de la pathologie dans un autre système. Parce que Ouais. c'était tellement marqué que, je suis pas sûr que quelqu'un qui réussisse pas avec ce mode de fonctionnement, puisse s'en relever, par exemple. Ouais. Super intéressant. Je crois qu'on touche un peu aussi au cœur de la préparation mentale, qui est cet équilibre entre bien-être et performance, Mmh. et à quel point l'un va avoir une influence sur l'autre et à quel point ils sont indissociables. Complètement, complètement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses parce qu'il faut pas oublier que, les athlètes sont des individus, sont des êtres humains. Il y a d'autres choses dans leur vie pendant le basket, il y en a d'autres aussi après le basket. Hem, il y a des bons, modes de fonctionnement, des bons comportements, qui peuvent s'acquérir grâce au sport, mais le sport peut aussi pousser, ça à certains moments, si on n'est pas forcément, bien accompagné, si on n'est pas forcément, dans un bon environnement, le sport peut aussi pousser, dans des modes de fonctionnement, qui vont complètement à l'encontre de la performance, mais j'ai envie de dire même de la performance de vie et la performance de vie, c'est le bien-être finalement. Mhm. Ouais. Et donc, toi, dans ton approche avec Perfex aussi, c'est un truc auquel vous veillez vraiment, que tout ce que vous modélisez, tout ce que vous essayez de mettre en place, ça vienne pas non plus nuire au bien-être des athlètes. Oui, complètement, Mm. complètement. Alors attention, je vais nuancer, quelques Ouais. petites choses parce que on n'est pas non plus dans le monde de oui-oui où on Mhm. pense que, il y a pas besoin de s'engager, il y a pas besoin de contre de enfin que la on prend pas en compte la peur, que voilà, on n'est pas dans le monde de oui-oui. On est dans un monde par contre équilibré. C'est-à-dire que, il Mm. y a un engagement à avoir, mais l'engagement doit être équilibré au regard des capacités du joueur, de ses objectifs, de son mode de fonctionnement et si on déséquilibre les choses, ben, même si ça fait réussir le joueur à un moment A, ça va peut-être, générer d'autres effets à un moment B. Donc, on est constamment et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des mesures, biométriques, neurométriques le plus souvent possible. Hem, on est vraiment dans la recherche
justement, heu, du ratio coût-efficacité maximum. C'est-à-dire que souvent je dis à mes joueurs, finalement, en travaillant intelligemment, vous apprenez aussi à être «fainéant» entre guillemets, parce que vous apprenez à tirer le meilleur parti, de chaque minute de travail et ça, c'est important. Donc on sait que l'engagement doit être maximum, mais on sait aussi que, cet engagement maximum, il doit être rentabilisé au maximum et aujourd'hui, malheureusement, souvent, quand on prend comme argument, les 2 exemples en joueurs que tu m'as cités, Bryant et Jordan, on ne pense qu'à l'aspect engagement maximum, mais pas à l'aspect rentabilité maximum. C'est-à-dire que le jeune qui va suivre ces exemples, bah, il va prendre son ballon, il va aller sur le playground, il va s'entraîner du matin au soir si c'est possible pour lui, ou du soir à la nuit s'il est à l'école la journée. Il va faire son max d'efforts, mais à aucun moment, il va se poser la question de la pertinence de son travail, de la rentabilité de son travail, parce que l'image que ça véhicule, c'est l'image de plus je fais d'efforts, voire plus je me fais mal quelque part, plus Mmh. je vais réussir ou plus j'ai de chances de réussir. Et j'essaie toujours de mettre en perspective cette image-là parce que pour moi, c'est une image erronée. On peut très bien réussir en faisant les choses intelligemment, en étant engagé bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas être engagé, en étant engagé dans sa pratique, mais en étant aussi mesuré pour que tout ça reste dans le bien-être et qu'on ne soit pas obligé d'aller dans les extrêmes. Ouais, c'est où tu places ce curseur-là, Tout à fait. justement, les données en plus, vous, que vous pouvez extraire, vous permettent de placer le curseur et peut-être même de le déplacer au fur et à mesure de l'accompagnement, ce qui est hyper intéressant et j'aime bien, cette i ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ça me fait penser à un truc, je me permets, hein, de Mmh rebondir mh. parce que j'ai une idée qui me venait. Souvent, quand on commence à travailler avec des joueurs qui ont un engagement très fort dans le travail, qui vont, s'entraîner sur le terrain tous les jours, qui ont leur abonnement, dans une salle pour s'entraîner, ceci, cela, on se rend compte que, on a un risque d'épuisement physique et émotionnel qui est élevé, Mmh. qu'on a un risque de dévalorisation de la pratique sportive qui est élevé. Ça veut dire que souvent, ce jeune-là, eh bien, si ça marche pas comme il veut sous un certain temps, il va dévaloriser complètement la pratique et peut-être même partir à l'opposé de sa destination de départ. Et Mmh. on a un risque de réduction du sentiment d'accomplissement qui est élevé. Et tu le sais sans doute aussi bien que moi, quand on met en perspective risque d'épuisement physique et émotionnel, risque de dévalorisation et risque de réduction du sentiment d'accomplissement, au final, on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui de façon moderne un burn-out, Mmh. c'est-à-dire qu'on La dépasse, maladie mentale, ouais. voilà, on arrive vers la maladie mentale. Et au final, ces jeunes avec qui on commence à travailler et qui sont dans cet état-là, on passe déjà une première partie d'accompagnement à leur expliquer, leur démontrer et mettre en œuvre des méthodologies qui vont permettre de diminuer cet épuisement physique et émotionnel tout en ayant plus de résultats. Et après un mois, 2 mois ou 3 mois, le jeune a plus de résultats avec moins d'efforts et il se rend compte qu'effectivement, par la pratique, ses sensations sur lui-même, il se rend compte que oui, tout donner du matin au soir n'est pas forcément la bonne option pour être le plus performant. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime bien l'image que tu utilisais aussi de rentabilité et d'investissement. Dire à quel point j'investis dans tel ou tel aspect de ma performance et de ma récupération Mmh. pour avoir un investissement justement qui est rentable sur ma Ouais, ouais, ouais. performance. Mmh. Ouais, tout à fait et les jeunes, ben, ils sont beaucoup moins sensibles à ces aspects, de récupération, à Mmh. ces aspects d'environnement, à ces aspects de sommeil. Une De chose, bien-être, ouais. ouais, une chose toute simple, tu récupères un joueur qui va atteindre son potentiel maximum, tu fais des petits tests sur le sommeil, tu fais passer quelques questionnaires, référencés et robustes sur le sommeil et tu te rends compte que le sommeil est d'une très mauvaise qualité parce que le jeune, il a essayé de maîtriser plein de paramètres, mais pas le sommeil, alors que le sommeil, c'est le bas de la pyramide. Ouais. S'il y a pas un bon sommeil, il y a pas de bons apprentissages. S'il y a pas d'apprentissage, il y a pas de progression. Donc comme ça, c'est clair, net et précis. Hem, donc au final, j'ai souvent peur que, même si ce sont des formidables biais motivationnels, que, les athlètes qui ont montré un engagement extrême, eh bien, finalement, poussent les joueurs vers une voie d'engagement extrême qui est pas forcément, toujours la meilleure. Ouais, super. Beh, merci. Je suis très content que tu nous aies éclairé, que tu nous aies donné ton avis sur ça. Et on a même vu ces mecs-là, comme Kobe Bryant par exemple,
plutôt peut-être vers la fin de leur carrière, parlaient beaucoup plus de bien-être, de méditation, de récupération, de techniques de récupération, de sommeil et tout ça. Et sans doute d'ailleurs qu'il y avait énormément de choses qui étaient mises en place à certains moments, mais ça n'est pas ce qui a été montré. Oui, voilà, ça nous a été vendu aussi, ce qui nous a été Hein, vendu et montré, ouais. c'est ce que je dis aux joueurs. Des fois, il y a des choses pas utiles qui sont montrées parce qu'il y a un partenariat commercial. À l'inverse, des fois, il y a des choses très utiles qui sont pas montrées parce que c'est pas l'objet de la communication ou alors c'est un secret de performance du joueur entre guillemets. Voilà, donc finalement, on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Ouais, et c'est aussi ce qui est vendeur. C'est beaucoup plus vendeur de voir des vidéos de Kobe Bryant s'entraîner à la salle, shooter la nuit que, rester 10 minutes sur son canapé à méditer, quoi. Ah bah clairement, clairement, clairement. OK, j'ai des questions un peu plus sur ton parcours, à toi, Andy. Hem, Est-ce que toi, tu as justement une habitude, d'entraînement mental, d'hygiène mentale personnelle que tu pratiques au quotidien et bah, qui a amélioré ton bien-être? Alors, quand je suis en vacances, je fais beaucoup de yoga. Ouais. Malheureusement, quand je suis en période d'activité, je dois faire un choix en fait entre mes pratiques. Mmh mh. Donc, je suis plutôt sur la méditation en période d'activité et la respiration, Ouais, où je fais beaucoup de travail de méditation et de respiration. Et par contre, en vacances, j'ajoute à la méditation et à la respiration un travail de yoga que malheureusement, je me donne pas forcément le temps de faire en période d'activité. super. OK, OK. Autre question, quel a été ton plus bel échec et pourquoi? Alors, mon plus bel échec, je pense que j'ai connu de beaux échecs en termes de collaboration, avec d'autres, personnes, par exemple dans le cadre professionnel et que chacun de ces échecs a été une, véritable source de progression par la suite. C'est-à-dire que, quelquefois, on a un peu le nez dans le guidon et on est un peu à gérer l'émotionnel de l'échec dans un premier temps. Mmh. Le premier rideau de l'échec, hein, qui est souvent émotionnel. Et une fois qu'on a passé ce rideau émotionnel, eh bien, on se rend compte qu'on a appris vraiment beaucoup de choses dans l'échec. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment sain d'échouer. Mmh. Parce que si on n'échoue pas, s'il n'y a pas des moments où on a échoué, on ne peut pas progresser non plus. Et ça vaut pour les joueurs à l'entraînement qui diraient ben tiens, je réussis pas 9 fois sur 10 qui me demandent, je suis en échec. Non, au contraire, si tu le réussis pas, c'est que tu es en train d'apprendre à le réussir, donc ça m'intéresse. Et ça vaut aussi pour moi à titre personnel. Les échecs que j'ai pu avoir dans ma vie personnelle comme professionnelle m'ont fait beaucoup plus grandir que mes réussites. Et ils m'ont appris beaucoup plus de choses que mes réussites. Quelque part, je les remercie. J'ai de la gratitude pour non, mais c'est vrai, C'est à vrai, c'est vrai. posteriori, hein, a posteriori parce que généralement le lendemain on pense pas comme ça, Mmh. hein, c'est plus difficile. Mais a posteriori, j'ai beaucoup de gratitude envers ces périodes-là parce elles m'ont énormément enseigné, alors que dans les périodes de réussite, on surfe sur la vague et on apprend en général peu de choses. Mmh. C'est bien vrai. Quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise dans ta carrière professionnelle? La leçon la plus importante que j'ai pu apprendre, c'est que, quel que soit les capacités, le niveau de performance du jour, qu'on soit au sommet ou qu'on soit tout en bas, le jour sur une journée, ça change pas, notre qualité intrinsèque et qui on est à l'intérieur. Et notre qualité intrinsèque, elle peut toujours ressortir à un autre moment, elle peut toujours revenir, elle se perd pas. La personne qu'on est peut toujours réussir des choses, quel que soit ce qui se passe, un moment M ou un jour J. Ça, je pense que c'est très important. C'est vraiment un enseignement. Quand j'étais enfant, mon père qui travaillait beaucoup sur l'aspect mental, qui était dans le sport lui aussi, Mmh. il me disait souvent, l'important, bon maintenant c'est bien connu, mais à l'époque ça l'était un petit peu moins, début des années 80. Il disait, «L'important c'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de savoir se relever» et
Et moi, j'améliorerais un peu la citation parce qu'à chaque génération, on rajoute sa petite touche. Ouais. Et je dirais, Mmh. l'important, c'est de savoir se relever en cherchant la capacité de se relever en soi. Et elle est là, elle est toujours là. Quelquefois, on la voit pas, mais elle est toujours là. Donc voilà, voilà ce que je pourrais en dire pour répondre à ta Yes. question. Très beau message. Et quel est ton plus grand challenge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais être capable d'aider plus de monde sans perdre en qualité dans ce que j'apporte. Voilà, c'est ça mon challenge Mmh. professionnel, mais j'ai aussi mes challenges personnels, comme tout le Mmh. monde, sur Ouais, bien sûr. l'équilibre que je peux avoir entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Mais notamment, mais dans la vie professionnelle, j'aimerais aider le plus grand nombre de personnes sans perdre en qualité de l'approche individuelle et de l'aspect humain que je peux avoir, et continuer à développer tout ça en me centrant sur l'humain. J'espère ne jamais avoir indirectement, directement, volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, j'espère ne jamais avoir à me centrer sur l'activité et Mmh. pouvoir toujours rester centré sur l'humain, parce que c'est vraiment ça qui Ouais. me motive chaque jour. Mmh mh. Bah, toi qui es mathématicien, est-ce que justement il y a une règle qui dit que à partir d'une certaine quantité, il y a forcément, c'est forcément au détriment de la qualité? Enfin, on a cette image en tête, Oui, il la y a, il y a- quantité est au détriment de la qualité, même, mais même en, ouais. peut-être qu'à partir d'un certain point, peut-être qu'on À peut augm partir d'un certain point, et je pense que ouais. ce soit en mathématiques ou même que ce soit en management, il y a aussi Mmh. plusieurs règles, j'ai plus les auteurs en tête, qui expliquent qu'à partir d'un certain volume, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc c'est le challenge à relever, c'est de trouver les moyens pour que ces choses ne changent pas. Mmh Et, mh. c'est vers ça que je veux tendre, toujours mieux accompagner. Et si dans un premier temps il faut réduire le volume, c'est quelque chose que je suis tout à fait prêt à faire pour permettre de garder la même qualité, parce que c'est vraiment la qualité qui prime pour moi. Yes. OK. Et j'espère que grâce à tous ces outils d'assistance que sont les mathématiques, la technologie, l'analyse de données et l'intelligence artificielle, je vais réussir à pouvoir, rayonner plus en termes d'aide que je peux apporter aux joueurs. Et d'ailleurs, avec un stagiaire là actuellement qui est en cursus neurosciences, on travaille sur les possibilités qu'on aurait de mettre en place une première version de bilan telle que je la propose à 360 degrés, qui serait gratuite pour tous les joueurs qui souhaiteraient la passer, et avoir des informations sur ce qui limiterait leur performance, sans avoir à passer par le bilan complet actuel, peut-être une version plus légère, mais on réfléchit déjà aujourd'hui, pourtant c'est une jeune société, à décliner des premiers éléments de toute notre science et la compétence qu'on a pu acquérir. On réfléchit déjà à décliner ça gratuitement pour aider le plus grand nombre. Voilà. Génial, je suis preneur, je serai un des premiers à et justement, l'intelligence artificielle, je trouve ça assez fascinant en ce moment, j'ai l'impression que ça se développe, enfin, on entend beaucoup parler en tout cas. Vous l'utilisez déjà ou c'est plutôt en phase de test encore? Vous l'appropriez, quoi? En fait, aujourd'hui, on arrive à des choses qui sont très abouties, Mmh. mais dès lors qu'on fait de la prédiction et dès lors qu'on utilise des modèles, on se rapproche déjà un peu de l'intelligence artificielle. Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est intéressante pour toutes les tâches, qui nécessitent pas qu'on amène une expertise humaine. Elle est intéressante au même titre que le classeur Excel va être intéressant pour faire les sommes, pour faire les moyennes, pour faire les... Voilà. Dès lors qu'on a une grande quantité de données et qu'on veut réduire la quantité des données à ce qui est le plus important, l'intelligence artificielle, par exemple, s'y prête tout à fait. Par contre, je j'imagine pas, ni aujourd'hui ni demain, pouvoir émettre un bilan sur un joueur qui serait rédigé par une intelligence artificielle, par exemple. Ouais. Mais récolter 6 mois de données et les faire pré-travailler par une intelligence artificielle, ça me semble être très pertinent
pour disposer de sources d'informations qui monopolisent moins l'humain et qui sont au final au même résultat que ce qu'on aurait fait sous d'autres formes. OK, super. Donc préparation mentale et intelligence artificielle sont pas incompatibles, quoi? Mmh. C'est pas incompatible, mais d'ailleurs, on va bientôt voir débarquer, tout un ensemble, j'imagine, d'applis ou de sites, qui, grâce à l'intelligence artificielle et sur la base de différents questionnaires en ligne, vont proposer des cursus de préparation mentale, des choses comme ça. Mmh. Peut-être ça existe, hein, j'ai pas fait le tour encore, Mmh. mais sinon on va les voir arriver très certainement puisque ça arrive dans tous les secteurs, hein. Nike, par exemple, va utiliser l'intelligence artificielle pour les programmes qu'ils vont mettre en ligne, enfin voilà. OK, ouais. Donc on va voir arriver l'intelligence artificielle partout et je pense que, il y a une chose sur l'intelligence artificielle et pas prête un pan sur lequel l'intelligence artificielle n'est pas prête d'être performante, c'est sur l'émotion Mmh. et c'est là, qu'on a toute une gamme de choses, qui restent en main, du préparateur mental comme de l'entraîneur. C'est que, l'intelligence artificielle et l'émotion pour l'instant c'est pas, ça fait pas, le meilleur match possible. Mmh. Voilà, je pense que sur l'aspect émotionnel qui est une des bases des relations humaines, comme une des bases de travail pour être performant, si tu as pas d'émotions positives, c'est très difficile d'être performant. Hem, il y aura toujours un temps d'avance, à l'expert, au thérapeute, au coach, au préparateur mental et aujourd'hui, on peut aller sur ChatGPT et demander un programme de 10 jours pour développer sa détente. Il y a pas de problème, on aura un programme pour développer sa détente, mais en plus du fait que ça soit pas individualisé, est-ce que le programme va être engageant, par exemple? Est-ce que les variables collatives du programme vont être respectées? Est-ce que ce sera un peu incongru pour attiser la curiosité du joueur? Est-ce que ce sera en même temps, adapté à son niveau actuel? Est-ce que ça lui mettra un challenge qui sera adapté? Est-ce que ça prendra en compte ses spécificités, sa personnalité. Voilà, il y a plein de limites aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Donc Mmh. Mmh. on n'a pas de, enfin, je suis pas inquiet par rapport à l'intelligence artificielle et elle va nous apporter peut-être justement cette capacité d'aider plus de monde si elle est bien mise en œuvre pour pouvoir apporter ce qui va aider un maximum de personnes en nous déchargeant de certaines tâches qui sont assez chronophages en volume et qui ne nécessitent pas d'analyse humaine. Ouais, c'est un outil, une aide encore dont on pourra se Ouais, 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 servir, c'est ça. Moi, ouais. je considère vraiment que c'est un peu comme Excel ou voilà, Ouais, c'est ouais, carrément. voilà. Mmh. On pourrait très bien prendre un Excel et faire toute la colonne à la main. On prendrait beaucoup plus de temps qu'avec la formule somme. Bah, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça, d'une Mmh. façon un peu plus complexe. Ouais. Mmh. Moi, j'aime beaucoup lire, je m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup et d'habitude, je demande, aux invités de recommander, donc aux auditeurs, un livre. Aujourd'hui, j'ai envie de poser la question un peu différemment et de te demander, toi, quel livre a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement? Hem, alors j'en lis ça va c'est pas une question facile, Mmh. parce que j'en lis énormément Ouais. et je dirais que dernièrement, même si le livre est pas récent, mais je l'ai lu dernièrement, La Mmh. méthode d'Edgar Morin, ça m'a beaucoup impacté. C'est de la philosophie, c'est ça? C'est de la philosophie, mais couplée à toutes les sciences. Donc ça parle aussi de génétique, ça parle aussi de mathématiques, ça parle, de logique, ça parle, de relations sociales, ça parle de tout. Et justement, j'aime beaucoup, dans la méthode d'Edgar Morin, cette capacité à construire des ponts, à faire des liens entre des univers qui semblent a priori, aussi éloignés. Et je pense que c'est très enrichissant, pour l'entraîneur, qui justement, peut essayer de transposer en se disant: «Quels sont les liens qu'on peut faire entre des choses qui, me semblent éloignées?» Oh super, intéressant, OK. Est-ce que Perfex va s'ouvrir à d'autres sports que le basket? Alors, Mmh. en fait, quand Perfex est né en mai 2022, avant j'étais en entreprise individuelle et puis c'est devenu une société en mai 2022. On avait tenté à l'ouverture d'ouvrir vers d'autres sports et la demande basket est tellement importante que Mmh. pour l'instant, en termes de capacité, de structure,
Aujourd'hui, on serait capable, on a fait, on peut faire, mais pour l'instant, on traite essentiellement des joueuses et des joueurs de basket en termes de dossier athlète parce que on a déjà largement de quoi faire. Ouais. Euh, voilà. Il n'y a jamais un jour où je me dis, tiens, je suis en avant, je suis en avant, j'ai pas de bilan à faire aujourd'hui, ou pas de séance, ou pas de programme. Il y a tous les jours, on est en retard. Donc ça veut dire il y a ce qu'il faut. Ouais, ça m'étonne pas que la demande soit élevée en basket tellement, le sport est vachement porté justement sur, la donnée, le chiffre, le rationnel, l'analyse comme ça, quoi. Ouais, ouais, les statistiques Ouais, les statistiques, c'est ça. sont très, 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 très liées au basket. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Néanmoins, bon, dans d'autres sports, on serait capable de faire. On a des bons résultats aussi parce qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, on est centré sur l'humain. Donc, Mmh, c'est ouais. pas tant l'activité. Voilà, l'activité, on utilise les données d'activité, mais c'est l'humain qui nous préoccupe le plus. Donc, on est capable d'intervenir sur toute une variété de sports, sachant que j'ai quand même une préférence à titre personnel, moi, pour les sports de jeu dans lesquels il y a des collaborations, des oppositions et de l'incertitude, parce que sur le plan neuro, c'est ce qui me passionne le plus. Ouais. Mais tu vois, ça m'intéresserait de voir ce que peut donner cette approche, par exemple, dans le jiu-jitsu brésilien. Je sais pas si tu connais ce sport, mais c'est un Mhm, sport mhm. qui est ce n'est que de l'incertitude et du chaos, a priori, quoi, quand on le regarde. Et justement, ça m'intéresserait de voir ce que cette approche peut donner, à ce Je pense que niveau-là. ça serait intéressant. On a travaillé avec un boxeur en boxe thaï, là, ça avait Mmh. été assez intéressant, Ouais. notamment sur la neuroperformance, donc les aspects de détection, réaction, réponse. Mmh. Et je pense que dans les autres sports de combat, ça peut être aussi un ajout sur le prospectif. Parce que là aussi, dans les sports de combat, on a du prédictif parce qu'on a scouté l'adversaire, on sait Mmh. quelles sont ses prises ou ses coups préférentiels, ou voilà, on a des éléments d'information, mais on a aussi du prospectif. Et, et ça, je serais ravi d'avoir l'opportunité avec des combattants de Jiu-Jitsu, avec des combattants de MMA, avec des boxeurs, quelle que soit la boxe, d'avoir l'opportunité de travailler. Je pense que ça serait très intéressant. Donc là, pour l'instant, ça a vraiment été plus une question de volume de travail et d'opportunité. Si demain j'ai un combattant de MMA qui vient me contacter et qui me dit je suis intéressé pour travailler comme ça, je pense que je tenterai l'aventure, mais je ne vais pas moi-même pour le moment aller Mmh. démarcher des combattants de Ouais. MMA étant donné le volume de travail que j'ai. Mais si ça doit se faire, ça se fera. Mmh. Beh, je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent puisque pas mal de l'audience est dans les arts martiaux, jiu-jitsu brésilien, MMA, Mhm. judo, donc allez-y si vous voulez. Parce que la volatilité, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, la volatilité dans ces sports me paraît, énorme. Mmh. Mm, mm, mm. Hem, quel conseil du coup tu donnerais toi à un athlète là qui souhaite optimiser ses performances et son bien-être? Alors, en termes de performance, euh, je lui dirais que s'il travaille de manière engagée, et qu'il n'a pas les résultats qu'il escompte avoir, c'est forcément qu'on a une limitation quelque part et qu'il faudrait qu'il soit aidé dans le diagnostic de ces limitations. Ça, c'est le conseil que je donnerais en matière de performance. En matière de bien-être, il y a une multitude, là aussi, de facteurs qui pourraient un peu neutraliser le bien-être. Euh, je pense que là aussi, euh, quel que soit l'athlète et son appétence pour l'aspect mental, euh, il faut qu'ils prennent en considération que c'est un système unique, celui qui traite les informations comme celui qui dribble, qui tire, qui donne des coups, qui en reçoit, tout ça est le même système. Donc, à partir du moment où il y a un aspect de ce système qui est un peu en dessous, qui est un peu en difficulté, que ce soit le physique, le mental ou le technico-tactique de la discipline, à partir du moment où il y a un aspect en difficulté, c'est tout le système qui voit sa performance réduite. Donc, pour moi aujourd'hui, travailler un seul élément dans sa performance en laissant de côté les autres, c'est nécessairement travailler avec des goulots d'étranglement. C'est vraiment important de prendre ça en compte. D'ailleurs, on a pu nous démontrer que des modifications sur les habiletés mentales
entraînaient des modifications dans le mouvement, par exemple, ou que des modifications sur certains travails de mouvement modifier les habiletés mentales. Il y a vraiment des liens très forts qui Mmh. existent entre tous ces aspects. Donc quelquefois, on va penser que parce qu'on est plus à l'aise de ce côté-ci ou parce qu'on est plus à l'aise de ce côté-là, c'est uniquement une question musculaire ou une question de répétition, d'habitude de travail, mais il y a aussi et il y a beaucoup une question mentale. Et la neuro, justement, la neurologie fonctionnelle appliquée au sport, c'est le pont entre les deux. Parce que quand on travaille sur base de neuro, on va avoir des évolutions qui vont se faire sur le plan du comportement, comme sur le plan des aspects physiologiques, comme la détection, la réaction et la réponse. Donc, pour revenir à ta question, le conseil en termes de bien-être, eh bien, c'est que la performance et le bien-être sont compatibles et ils sont même plus que compatibles puisque c'est qu'un seul et même système. Donc à partir du moment où on se sent pas bien, on n'est pas à son potentiel maximum de performance, même si on a l'impression de l'être. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, qu'on peut plus ignorer aujourd'hui. Je pense que ça a été assez dit, répété. Il y a une superbe émission sur Arte sur le cerveau qui est très intéressante, que je conseille aussi. Voilà. Si vous n'êtes pas dans un état de bien-être, si vous avez des ruminations, vous posez des questions, vous n'êtes pas au top sur le plan mental, c'est que forcément vous n'êtes pas à votre potentiel maximum de performance. Il n'y a pas de question à se poser. Votre mouvement ne sera pas optimal si vous n'êtes pas optimal sur un plan mental. Super, super. Tu, tu as développé énormément de compétences, de connaissances dans plein de domaines là sur, l'optimisation de la performance sportive. Aujourd'hui, comment tu continues à apprendre et à te former sur tout ça? Alors déjà, je suis à la recherche de connaissances nouvelles dans d'autres secteurs. Mmh. Donc OK. je vais vers divers secteurs. Ça peut être de l'ingénierie, comme ça peut être de l'ethnologie, comme ça peut être aussi des études du champ animal, par exemple. Mmh. Donc je vais vers beaucoup de secteurs pour essayer de trouver les petites pièces manquantes au puzzle que je cherche, parce que quelquefois on n'a pas toutes les réponses dans le secteur d'activité dans lequel on est. Ouais. Donc je continue à lire et j'adore les esprits contradicteurs. Mmh. Donc, j'hésite pas aussi à débattre et à me faire conseiller d'autres points de vue, d'autres ouvrages, et même s'ils sont à l'antithèse de ce que je peux considérer pardon, comme pertinent, et ben, j'hésite pas là aussi à les lire, à les étudier, à les décortiquer pour essayer de trouver, même dans des choses qui sembleraient à l'opposé, ben, des points de contact qui pourraient être intéressants. Et ça, c'est vraiment un mode de fonctionnement que j'ai depuis toujours, mais que je continue d'améliorer et de développer. Et voilà. Si on prend l'exemple, je peux prendre un petit exemple rapidement. Vas-y, envoie. Euh, sur les questions de relation entre le comportement et les habiletés mentales, il y a par exemple beaucoup d'études intéressantes qui sont dans le domaine des pathologies. Et malheureusement, les mêmes protocoles d'études ne sont pas mis en œuvre chez des personnes saines parce qu'il n'y a pas d'intérêt à étudier ça pour la vie de tous les jours dans un fonctionnement normal. Donc un exemple qui étonnait encore mon stagiaire la semaine dernière, c'est que je lui ai conseillé toute une liste d'études sur les psychopathologies pour essayer de comprendre les liens comportement-physiologie qui n'étaient pas forcément étudiés chez les individus sains, par exemple. Et il faut justement pas hésiter, et je pense que c'est ce que Morin explique tout au long de son livre sur la méthode, tout au long de la méthode plutôt. Il faut pas hésiter à aller chercher en dépassant les barrières pour essayer de faire des liens, parce que au final, c'est encore aujourd'hui, et ça reste la seule chose qui nous différencie, l'esprit humain de la machine ou du robot. C'est cette capacité à faire des liens là où a priori il y en a pas. Mmh. Et moi voilà, j'adore en faire. Donc je continue de lire et ma bibliothèque grossit chaque semaine au grand désarroi du reste de ma famille qui voit la place pour les autres livres se réduire. Non, mais génial, je j'adhère totalement à cette vision des choses, de nourrir son approche, finalement, de disciplines très diverses, très variées et même de choses qui s'opposent en apparence à notre approche. Mmh Heu, mh.
ça peut être que bénéfique et même pour On apprend les même quelquefois, si je peux me permettre, ouais, je te vas-y. coupe juste un instant, on en apprend même quelquefois plus des approches opposées sur notre approche que de deuxième ou troisième lecture sur l'approche qu'on considère comme étant, la bonne, quoi. Ouais et je pense aux sportifs aussi justement qui nourrissent leur pratique sportive d'autres disciplines Mmh. sportives, d'autres disciplines corporelles, d'autres disciplines mentales et justement je pense que c'est un grand facteur de performance, quoi, dans le Ouais, je sport. suis ouais, ouais, je suis assez d'accord. La variété, l'enrichissement que ça va générer sur le plan moteur comme sur le plan mental, des habiletés mentales, voilà, confron à chaque fois qu'on peut confronter l'organisme à une nouvelle expérience, que ce soit, sur le plan des pratiques sportives ou extrasportives, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a toujours un apprentissage. Ouais, mmh et là ça rejoint justement cette question de la plasticité Mmh. neuronale aussi, et le fait de tout le temps faire de nouvelles choses, bah, va enrichir et va modifier même la structure de notre cerveau et nous rendre plus performants. Oui, Ouais. oui, oui et souvent quand j'ai ce discours-là, ce dialogue-là avec des coachs sportifs, ils me disent: «Oui, mais regarde, par exemple, les cubains, ils font de la répétition, les boxeurs cubains, ils répètent à longueur de journée et pourtant, ils font partie des meilleurs boxeurs du monde» C'est et aussi les effectivement meilleurs danseurs de salsa. c'est aussi les meilleurs danseurs de salsa justement, je pense il faut être ouvert sur toutes les méthodologies et pas en forcément, en privilégier une au détriment des autres. Sans doute que si on faisait une étude culturelle sur les boxeurs cubains, on trouverait qu'ils jouent aussi, je sais pas, ils jouent au foot dans la rue ou ils font d'autres choses qui amènent, la richesse motrice, qu'ils n'ont peut-être pas par la répétition à la boxe c'est une étude qui avait été menée sur les footballeurs brésiliens et qui disait que si c'était de très bons manieurs de ballon, c'est parce qu'ils jouaient avec toutes formes d'objets dans les rues, Mmh. dans les favelas et des boîtes, des ballons, et au final, cette variété de toucher leur amène leur exceptionnel toucher, enfin contribue à amener leur exceptionnel toucher du ballon. Donc voilà, ça montre, ce sont des exemples sur notamment les footballeurs brésiliens, mais il y en a d'autres. Mmh. Sont des exemples que la variation justement, elle enrichit et que effectivement, si on veut être élite dans son sport, ben, il y a pas de secret. Il y a un minimum de répétition, il y a un minimum d'engagement à faire. On est d'accord, mais la variation, si elle est additionnée à la répétition, elle va passer de l'élite à la classe mondiale, par exemple. Voilà. Ouais, variation plus répétition. Là, on a commencé à voir l'équation qui Ouais, ouais, qui se forme. c'est clair. Ouais, ouais. Ouais et les boxeurs cubains, en l'occurrence, c'était pas une blague. Ils sont connus pour leur jeu de jambes légendaire et a priori, ça vient beaucoup du fait que, la danse est très présente et omniprésente dans la culture cubaine, notamment la salsa, donc qui est basée sur un jeu de jambes et ben, ça les aide vachement Ah ouais, dans bah, leur sport. ça, j'en doute pas et qu'il y ait des facteurs, socioculturels derrière Mmh, mmh, mmh. c'est je t'en prie. Beh, j'allais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver? Comment on pouvait te contacter, Andy? Alors, bah, sur les réseaux, on est, Perfex, on est sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, il y a pas de problème et sur, notre site internet aussi, www.perfex, donc c'est PERFHEX.com. On nous retrouve aussi sur le site internet et voilà. N'hésitez pas, même si, vous avez, des questions ou des interrogations, qui émaneraient d'autres pratiques, d'autres sports, d'autres activités, même pas forcément des activités sportives, la musique, les activités manuelles, Mmh. ou quoi, quelle que soit votre passion, si le sujet du développement des compétences, du potentiel maximum dans votre activité passion vous intéresse, n'hésitez pas à venir me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Super, bah, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Franchement, ça même moi, ça m'a amené encore plein d'autres questions sur mon sport, sur, la préparation mentale et tout ça. C'était vraiment super intéressant. Ton approche, elle est hyper, pertinente, hyper appuyée et donc c'était vraiment un super échange. Merci Andy. Bah, merci beaucoup Paul pour l'invitation et puis à très bientôt. Ouais, à la prochaine. Bonne journée, salut. Ça marche, Merci. bonne journée. Ciao, ciao.